Bon, le décor est planté. Alors peut-être si on commence par un fait récent, parce qu'en fait cette exposition, pour nous, c'est aussi une manière d'avoir trouvé une suite à la présence de Rémy Tzahak dans l'exposition qu'on avait fait sur l'expérience Fourcart dans le cadre du nouveau festival 2014 au Centre Pompidou. Bernard nous avait proposé de faire cette exposition et nous avions présenté un monochrome un peu gris comme ça, qui n'avait d'ailleurs jamais été montré en public, accompagné d'une vidéo de 8 heures qui montrait le processus de réalisation de cette peinture pendant 8 heures, donc au col de la Fourca en 1991, je crois. Et en fait, quand une des fois que j'ai eu l'occasion de parler avec Michel Sorg, elle lui disait: ah mais vous savez, pendant un de ces séjours à la Fourca, nous avions réalisé ces peintures qui sont actuellement encore chez Pierre Hubert. Et donc il y a un lien direct dans la petite histoire du Centre culturel suisse avec Rémy Tzahak, un lien direct entre cette peinture et cette vidéo montrée il y a un an au Centre Pompidou et ces peintures de la collection Pierre Hubert qui sont présentées à partir d'aujourd'hui ici. Alors Bernard Blisten, pourquoi? Parce qu'en fait dans l'exposition du nouveau festival, il y avait 7 œuvres de Tzahak faisant partie de l'expérience Fourcart, et il y avait d'autres œuvres. Pourquoi avais-tu souhaité présenter des œuvres de Rémy Tzahak dans ce contexte-là? Chaque édition de ce nouveau festival se construit autour d'un fil rouge, je ne veux pas dire autour d'un thème, autour d'un fil rouge, et se construit pas d'ailleurs de manière abstraite, il se construit à partir de projets venant d'horizons différents, et c'est en rassemblant différentes propositions qui viennent de disciplines différentes, qui s'appuient sur l'idée de pluridisciplinarité qui était à l'origine même de ce petit festival, que lors de la préparation de 2 des dernières éditions, j'avais eu envie de travailler autour d'œuvres qui jouaient tout à la fois de la mémoire et de l'oubli. Et je dois à mon ami Jean-Pierre Criqui, avec qui je travaillais, de me dire, en regardant des œuvres de Rémy Tzahak, qu'elles ne touchaient pas tant à la seule question de la mémoire, mais également à la question de l'oubli. Et sur ces fondements-là, j'avais commencé donc de travailler, de réfléchir aux œuvres que nous pourrions sélectionner. Et comme certains d'entre vous le savent, comme de fait Franck le sait, je suis allé voir Michel avec Xavier Deroux dans l'atelier dont nous voyons les images qui sont ici. Je me souviens que Michel avait fait une présentation pour nous de certaines œuvres qu'elle avait posées de petite dimension devant les baies vitrées pour d'emblée tenter de me faire comprendre quelle était la relation que le travail entretenait avec la nature, pour me faire aussi comprendre quelque chose de profondément cézannien qui a toujours habité l'œuvre de Rémy, et ce rapport entre le tableau et la nature. Puis nous avons longuement discuté et nous avons sélectionné un ensemble d'œuvres avec l'idée même qu'elle serait pour elle et pour nous
l'émanation même de cette idée d'oubli. L'oubli, l'effacement, le palimpseste, des notions qui sont constantes dans l'œuvre de Zaug. Il y a au début de ce très beau film une séquence autour de ces tableaux extraordinaires où apparaît cette phrase « Quand fond la neige où va le blanc », qui reste pour moi peut-être l'une des phrases absolument emblématiques du propos même de Rémy Zaug. Et c'est ainsi donc que nous avons sélectionné un ensemble d'œuvres. Puis est arrivé ce que nous savons, et j'ai évidemment, comme beaucoup d'entre vous, ce soir, une pensée émue pour ce moment tragique. Et donc, nous avons alors tenté, car nous ne pouvions plus réunir ces œuvres, et je salue la famille, sa gentillesse, sa disponibilité immédiate, et vont essayer de réunir d'autres œuvres. Et donc, nous avons construit avec vous, avec Jean-Paul et toi, cette séquence autour de tableaux que nous avons rassemblés, mais toi-même me disais, je me souviens qu'il fallait montrer l'un de ces deux très grands tableaux que nous avons pu faire venir, auquel fait écho un film absolument formidable, qui justement est lié à cette expérience du col de la Fourca, où Rémy se plante devant le paysage, esquisse ce qu'il a sous les yeux, c'est vraiment Cézanne à la Sainte-Victoire, mais la différence c'est que il recouvre tout cela, il enfouit en quelque sorte tout cela, de là la mémoire et l'oubli, dans l'unité apparente d'un immense monochrome. Et c'est ainsi que la salle s'est construite, et c'est ainsi que, de fait, elle s'est inscrite dans ce projet autour de l'oubli qui faisait écho à ce que vous-même aviez installé à côté, et qui rappelle combien cette expérience de la Fourca inscrit le travail de Rémy dans les préoccupations absolument essentielles de l'art du tournant des années 70, même si l'expérience Fourca vient après, et comment dans ce moment absolument crucial, où l'on questionne la peinture, où l'on questionne également le langage, où l'on questionne la relation de l'un à l'autre, d'une certaine façon, Zaog est certainement l'artiste par excellence de la synthèse, évidemment Mallarmé, cet unanime blanc conflit flotte plus qu'il n'ensevelit, à n'en se trouver comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. Il y a évidemment ça dans l'œuvre de Zaog, qui est à la fois l'expression de la synthèse et à la fois, je crois, l'expression même de ce que pouvait être une expérience picturale à un moment donné. Alors, je ne sais pas quoi dire dans l'immédiat de plus. Franck, quand on écoutait Jacques Herzog parler de cette espèce de compagnonnage comme ça sur plusieurs années, voire plusieurs décennies entre Herzog de Meuron et Rémy Zaug, évidemment je pensais aussi au compagnonnage, à l'accompagnement à la fois du consortium et des presses du réel de Rémy, parce que ça fait une traversée comme ça temporelle. Il y a le travail éditorial énorme que vous avez fait. Il y a le travail d'exposition, notamment avec des séries, enfin des peintures du même corpus qu'on présente ici. C'était en 89 au consortium. Alors comment s'est passé ce compagnonnage, peut-être le début et le développement? C'est une histoire assez curieuse et en même temps assez qui arrive souvent.
l'apprivoisement, parce que avec Rémy, on se croisait, on allait assez régulièrement voir des expositions en Suisse. Dijon assez ouvert et regarde un peu vers la Suisse, donc on allait régulièrement à Berne voir des choses, et on voyait ce personnage comme ça, un peu sévère et un peu goguenard, qui nous toisait souvent en disant... on allait imaginer ce qu'il pouvait nous dire en nous qualifiant, vous autres les Français, suivi d'une bordée de commentaires plus ou moins acerbes, voire insultants. Et donc on s'est apprivoisé, ça a mis, je dirais, une petite dizaine d'années avant qu'on formalise quelque chose. C'est-à-dire que lui nous voyait, on se parlait sans se parler, on se tournait autour, et puis à un moment donné, presque d'un commun accord, on s'est dit bon, c'est le moment de imaginer quelque chose. Et ce quelque chose, visiblement et naturellement, allait prendre la forme d'une exposition. Et cette exposition a eu lieu en 1989, et je me souviendrai toujours, parce que c'est le jour du vernissage, c'est le jour de la naissance de mon premier garçon. Donc c'est une chose qui reste en mémoire comme ça. Et c'était le début d'une grande aventure, et une aventure qui a continué très longtemps et qui continue encore, parce que tu mentionnais le travail d'édition qu'on avait entrepris avec Rémy, parce que dès milieu des années 90, début des années 90, on a décidé avec lui de publier, de se lancer dans la publication des écrits complets. Ça s'est interrompu, et là, à nouveau, avec Eva Schmidt, dès cette année, on a réentrepris de republier tous les écrits de Rémy, à la fois en français et en allemand également. Donc c'est vraiment une histoire qui dure et qui a duré longtemps, et qui est une histoire tragique en même temps, parce que Bernard le rappelait avec beaucoup de pudeur, et que cette histoire, on peut pas ne pas parler sans entrer dans la vulgarité des détails et tout ça, que cette histoire est aussi une sorte d'échec d'une certaine façon, d'une certaine modernité, et lié à des accidents totalement imprévisibles. Et comment une chose qui avait essayé d'être contrôlée au maximum, et de revoir Michel, c'est très émouvant de l'entendre parler de sa méthode, sa précision absolue, je dirais presque diabolique, d'essayer de réduire et de définir une fois pour toutes ces intervalles basés en même temps sur une chose empirique, c'est-à-dire elle disait comme ça c'est trop serré, comme ça c'est pas assez, et finalement c'est le juste milieu. Mais ce juste milieu, c'était parfois des fractions de millimètres. Et comment cette maîtrise absolue de vouloir par les intervalles, mais aussi Rémy quand il expliquait, quand il racontait son parc, et son parc qui faisait hurler tout le monde. Tous les pépiniéristes disaient mais il est cinglé, parce que il a planté des arbres qui n'étaient pas des arbres qu'on plante le long des voies dans les villes ou dans les campagnes. C'était des arbres qui avaient 20 ans, 30 ans. Et quand on replante un arbre de 30 ans, la motte qui englobe les racines, c'est absolument phénoménal. Donc il faut creuser des trous gigantesques, et il faut les arroser pendant longtemps pour que ça reprenne. Et parfois, comme un tableau, quand on fait une exposition, on accroche un tableau sur le mur, puis on l'enlève, puis on le déplace de 15 cm. Il faisait exactement la même chose avec des arbres, mais simplement, un arbre, on le transplante pas comme ça, comme on déplace un tableau. C'est-à-dire, c'était des bulldozers, c'était des engins et tout ça. Et c'était exactement la même idée, et Rémy le dit. C'est ce qui l'intéresse, c'est pas tant la peinture et tout ça, c'était son rapport au monde, et comment il avait imaginé ce parc qui était une sorte d'aberration. Il parle de laideur, parce qu'il en rajoute un peu, parce que le parc est magnifique, il est formidable. Mais c'était comme un groupe chaud d'arbres. Et les arbres étaient, et il disait, mais les arbres, tout le monde lui disait, mais t'es fou, Rémy, ces arbres, ils sont trop près les uns des autres. Ils vont crever. Il dit, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis pas là pour durer 3 siècles. Donc, après, chacun se débrouillera avec ça. Et c'était ce rapport au monde comme ça qui était absolument fascinant. Et d'écouter Jacques Herzog parler de Rémy,
Et Dieu sait si à la fin, ils sont vraiment, ils avaient des conflits violents entre eux. Rémy les accusait de dérives maniéristes ou je ne sais quoi. Et ils avaient des vraies discussions, mais des vraies discussions de Suisse qu'on connaît modernes, dont on n'a pas vraiment l'habitude ici. Cette discussion suisse moderne, c'est une chose qui m'a toujours frappé parce qu'elle est fondée sur une compréhension et sur une intégration de la modernité d'une manière totalement physique, et que la discussion entre Rémy et Jack Herzog ou Rémy et Jean-Christophe Hamann, c'était des choses absolument formidables. C'était des montagnards qui discutaient de questions de par où il faut passer pour arriver au col. Et c'était des choses extrêmement pratiques, extrêmement pragmatiques. Et cette chose-là nous a totalement accompagnés, et c'était des engueulades sans nom avec Rémy. Je me souviens aussi une chose qui était absolument magnifique. On avait invité Rémy à intervenir dans... on avait un programme de restauration des lavoirs en Bourgogne, et l'idée étant que des financements arrivaient pour restaurer ces lavoirs si la restauration était accompagnée d'une création d'une œuvre contemporaine. Donc on avait indiqué à Rémy, on proposait de participer à ce programme. Donc on était arrivé dans un village qui s'appelle Blessay-sur-Seine, qui est proche des sources de la Seine, qui est un village où il y a 25 habitants. Et Rémy arrive là, dans ce village, et il y a le maire qui l'accueille, il y a 2-3 adjoints, 2-3 personnes du village. Et Rémy fait un tour du village, comme ça, avec son air très dédaigneux et tout ça. Il regarde ce village, et puis commence la discussion avec le maire et tout ça. Et Rémy le dit, mais... Vous êtes qui, vous, pour me... Moi, je suis Rembrandt. Vous êtes des merdeux. Pourquoi vous déplacez Rembrandt dans votre village? Pourquoi je viendrais vous sauver? Et il a commencé à leur décrire le village d'une manière extrêmement précise, comment ils avaient laissé à l'abandon les murs de pierre sèche qui tombaient en ruine, comment ils avaient remplacé les volets en bois par des volets en plastique ignobles, comment ils avaient, etc., gâché le paysage. Et il a été d'une précision absolue, et au départ, ils étaient prêts à dire mais qui c'est ce type qui vient nous insulter chez nous en disant qu'on est des mauvais, qu'on est des abrutis et tout ça. Et il les a totalement retournés, parce que après ils se sont dit effectivement il a raison, les murs de pierre sèche, on n'a plus le courage de les remonter, les volets on a laissé tomber, etc., etc. Commencer un travail qui a duré 7 ans, avec ce village où 25 habitants, c'est-à-dire c'est zéro budget. Et il a commencé à dire, bon, si une œuvre d'art dans votre lavoir, ça n'a aucun intérêt, je ne veux pas mettre une statue, c'est pas mon travail. Mais en revanche, je peux discuter avec vous pour parler du village et parler de son architecture et parler de comment ce village a été laissé à l'abandon et comment il faut le sauver. Et donc, il faut refaire les murs de pierre sèche. Refaire un mur de pierre sèche, ça coûte une fortune, parce que ça se fait à la main, il faut retailler les pierres, les poser les unes sur les autres et tout ça. Donc, on a commencé à imaginer des chantiers d'insertion, avec des anciens délinquants ou des anciens, des jeunes qui sortaient de prison. Ça a été une aventure absolue avec le village, tout ça avec zéro argent. Et Rémy était là, disait « Non, il faut recommencer parce que c'est pas bien. Le mur de pierre sèche, vous avez rien compris à ce que je vous ai raconté. Il faut le déplacer de 10 cm. » Il disait « Mais il est fou, on va pas... » Ça a pris déjà 1 an pour ce mur de pierre sèche. Et il disait « Vous allez voir, refaites-le, vous comprendrez. » Il leur faisait, il disait « Ah oui, il a raison. 10 cm. » Et c'était comme ça a duré 7 ans. Et le village a été complètement transformé. Et il n'a pas vu la fin des travaux. Il est mort entre-temps, mais c'était une aventure aussi extraordinaire. C'est-à-dire que le compagnonnage avec Rémy Zog, ça a été une chose qui n'est pas restée à la seule exposition ou au seul livre. C'était des aventures aussi dans le monde réel. Et ce monde réel, c'était vraiment une chose totalement imprévisible pour un artiste contemporain de se mêler à la vie d'un village de 25 habitants au fin fond de la Bourgogne profonde. On a un autre Suisse moderne, Bernard,
En parlant d'espace public, tu as aussi eu l'occasion de travailler avec Rémi de Saux dans l'espace public, c'était notamment à Bienne, à l'occasion de l'exposition suisse de sculpture. J'imagine qu'il y a eu aussi des difficultés, des aventures, des propositions qu'il a fallu faire passer au forceps. Bien évidemment, disons, notre histoire, je dirais, elle a commencé avec une magistrale engueulade, puisque, voilà, Rémi avait fait une proposition de 3 écriteaux en néon, mais c'était gigantesque, 4 mètres sur 2, avec 2 mots, voir, mort. 3 exemplaires placés à des endroits extrêmement précis. Il a passé des journées et surtout des soirées, des nuits à déambuler dans cette ville de Bienne pour me faire une proposition. Voilà, il a dit ici sur tel hôtel, en sortant de la gare, et à un 3e endroit, et ce sera là. Bon, on a fait toutes les démarches, on a demandé les autorisations, on les a, curieusement, on les a obtenues, pas de problème. On installe ces immenses écriteaux en néon, on les allume, c'était une lumière verdâtre, assez macabre comme ça, peut-être macabre parce qu'il y avait le mot mort. Et après la première nuit, je reçois des coups de fil de gens, mais complètement choqués. Alors, ça va pas du tout, il faut enlever ça tout de suite, et surtout un exemplaire qui était, et ça on ne pouvait pas le savoir, qui faisait face à un home, enfin pour vieilles personnes, ils avaient cette lueur verdâtre dans leur salon, dans leur chambre à coucher, et ils n'ont pas supporté. Alors je téléphone à Rémi et je lui dis, écoute, on a un petit problème. Il y a des gens d'un certain âge qui supportent plus, qui menacent de faire un scandale, etc. Elle dit non, mais pas possible. Alors il a commencé, comme on le connaît, à monter sur ses grands chevaux. Il m'a engueulé, mais pendant 20 minutes. Moi, je tenais mon téléphone comme ça, j'ai laissé déferler toute cette vague de haine sur moi, et après je lui ai dit, mais alors écoute Rémi, je lui ai répondu, et j'ai trouvé les arguments pour effectivement déplacer un autre endroit, mais alors il fallait que ça joue triangulation parfaite, etc. Et depuis ce moment-là, on s'est très bien entretenu, on s'est très bien entendu, et c'était vraiment le début d'une aventure, moi je dirais humaine. On a entendu le descriptif de toutes ces anecdotes que Franck racontait tout à l'heure, et en même temps une aventure intellectuelle, puisque s'il y a un artiste, pas au XXe, un artiste au XXe siècle qui avait une rigueur absolue au niveau de la pensée et au niveau du travail, je pense que c'est bien Rémi de Saux. J'ai jamais vu quelqu'un, à part, voilà, je l'ai pas connu, Cézanne et quelques autres artistes, à mener c'était une recherche fondamentale. C'était une recherche fondamentale sur rien, gratuite comme ça, extrêmement stimulante, basée sur une reproduction dans un bouquin, des quelques cubes relativement inintéressants, et il en fait une théorie de la perception absolument passionnante, et c'était extrêmement stimulant. Alors j'ai essayé, donc le travail dans la ville de Bienne, c'était voilà, pour se connaître, pour s'engueuler mutuellement et pour commencer à s'apprécier. Après, on a commencé à travailler sur un bouquin qui n'a été publié qu'en allemand, malheureusement, même si on l'a écrit
en français, ce qui est le comble. Mais enfin, je crois que il y a 2-3 choses qui vont être publiées en français, et notamment l'interview que j'ai faite avec Rémi sur plusieurs années. J'ai des heures d'enregistrement. Je pense que je les ai conservées quelque part, où j'ai essayé de pousser cet intellectuel pur et dur. J'ai essayé de trouver quand même le côté humain, le côté pas seulement celui qui engueule tout le monde et qui se prend pour quelqu'un d'important, ce qu'il était, mais il en était absolument conscient, mais essayer de creuser, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette façade peut-être, sous cette... voilà. Et voilà, il a commencé à raconter sa vie, son histoire familiale, qui était liée à des religions particulières. Il a expliqué pourquoi sa famille s'est établie sur les crêtes du Jura, et ainsi de suite. Et voilà, il s'est humanisé passablement durant ces heures. Moi, je me souviens d'un 1er janvier, il m'a fait venir un 1er janvier, je sais plus en quelle année, il a dit tu fais quelque chose le 1er? Il me dit non, moi je fais quelque chose le 31, alors écoute, 8h du matin, ça va? Je dis ouais, bah ok. Alors bon, on a commencé à travailler à 8h un 1er de l'an. Voilà, c'est deux choses et puis, qui m'ont énormément marqué. C'est le personnage impossible, étonnant, un passionné et un intellectuel hors pair qui nous a, je crois, longtemps fait croire que sa recherche, c'était une espèce de recherche ex nihilo, que c'était... Voilà, tout était né dans son regard, dans son cerveau, dans sa façon de percevoir, et en creusant un peu, on voit quand même qu'il y a des sources, voilà, Merleau-Ponty, phénoménologie de la perception, qu'il connaît, qu'il avait lu, voilà. Donc, et on voit là Mallarmé, que tu as cité, qui a énormément de choses. Il y a Jean-Luc Godard, c'est un personnage godardien complètement, et comme Godard disait toujours, moi faire des films, ça je sais faire, mais en fait ce que j'aurais toujours voulu faire dans ma vie, c'est de publier un bouquin chez Gallimard. C'était ça son rêve. En fait, Rémi, c'est un écrivain. Il voulait, voilà. D'ailleurs, ses bouquins, si on les met côte à côte, ça fait plusieurs mètres linéaires dans une bibliothèque. Mais ce qui est amusant de noter, c'est que le premier livre, qui est la description la maison du pendu de Cézanne, mais c'est pas la description du tableau réel, c'est la description d'une reproduction. Mais c'est en fait, peu importe. En fait, cette reproduction lui sert dans un premier temps, sur une feuille de papier dont il dessine, sur laquelle il dessine un rectangle qui correspond à peu près aux proportions du tableau, et il commence à décrire les événements picturaux et colorés qui figurent sur le tableau. Donc c'est assez simple, c'est des notations de couleurs, de formes, et au fur et à mesure d'une feuille à l'autre, il commence à essayer de préciser les choses, ça devient de plus en plus complexe, parce que les rapports entre le brin d'herbe ici, la cheminée rouge, etc., deviennent... Et ça continue comme ça pendant des pages, et le texte devient extrêmement précis, extrêmement long, extrêmement détaillé, et après cette phase, comme ça, une espèce de climax où il est une description qui n'en finit pas, parce que ça dure des pages, où il commence à décrypter très très précisément les rapports entre les différents éléments du tableau, et après ça se calme, c'est-à-dire il y a une phase où ça redevient, et ça finit à nouveau par herbe qui sont notés là. Et donc le premier livre, quand on a entrepris de publier ses écrits, c'était de faire une transcription de ça. Les choses étaient faites à la main comme ça. Donc il a fallu faire une transcription mathématique pour tourner d'une part un rectangle horizontal sur un rectangle vertical qui est la page du livre, et de définir tous ces notations
avec des coordonnées abscisses et ordonnées, et puis de les transférer sur la page du livre en faisant une reproduction à 3 fois la taille du livre pour pouvoir... il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc ça se faisait à la main comme ça. Et c'était pour lui une façon de comprendre le monde, comment un tableau se construisait, mais comment les choses étaient, les éléments entre eux fonctionnaient. Peu importe que ce soit le tableau réel ou sa reproduction, que les couleurs c'était une mauvaise ou bonne reproduction, peu importe, mais c'était comme ça. Et c'est son explication au monde et avec le monde qui est le premier travail, la première œuvre d'importance qui va continuer puisqu'il va se servir de ces éléments, de ces dessins sur nombre de tableaux qui seront imprimés avec des extraits de ces carnets et de ces pages. Moi, je me souviens, j'avais été très intrigué de l'attention qu'il portait à l'œuvre de Pierre Klossowski. Je ne comprenais absolument pas comment un artiste comme Rémy Zaugg pouvait regarder l'œuvre de Klossowski. À la différence près que moi-même, je regardais l'une et l'autre. Et que j'étais quelque part assez mal à l'aise de pouvoir aimer l'une et l'autre, me disant « tu es hésitant, tu ne sais pas fixer tes choix, tu es éclectique ». On n'était pas postmoderne à l'époque. Et tu navigues à vue, mon pauvre vieux, tu ne sauras finalement jamais ce que tu aimes. Et c'est à travers le texte, Simulacra, qu'il avait publié, la conversation avec Klossowski, que quelque part, grâce à lui, j'ai compris l'un et j'ai compris l'autre. Et j'ai compris qu'on était évidemment bien au-delà de la représentation. Et que, à travers donc l'œuvre de Klossowski, il touchait aux origines de la représentation, il touchait entre autres au rapport que Klossowski entretenait avec le latin, et le latin, à travers Michel aussi, c'était évidemment très important pour lui, Apulée, Suétone, un bas latin même, d'ailleurs, d'une certaine façon, qui pouvait nous emmener bien loin des textes qu'a priori on aurait voulu, si l'on s'intéressait à la langue latine, voir en relation avec son travail, car ce qui finalement guidait sa pensée n'était pas uniquement, je crois, la compréhension du monde, comme on dit de manière peut-être trop large, mais la compréhension de l'autre. Pourquoi tu regardes ? Comment tu regardes ? Et cette apostrophe assez violente que tu évoquais, Franck, tout à l'heure, que nous avons tous vécu pour tous ceux qui l'ont rencontré, était en quelque sorte, avant toute chose, une manière de vous questionner sur ce que vous êtes et ce que vous êtes sommé de faire de votre vie. Et il est évident que de ce point de vue-là, l'exigence de Zaugg est par certains côtés une exigence indépassable et véritablement indépassée. Et paradoxalement, quand vous regardez son œuvre, quand vous la voyez superbement filmée, comme on vient de le voir, vous prenez la mesure que c'est tout sauf un art sec, que la question même du sensible, de la matière, du travail de la peinture, de tout ce qui fait que justement une œuvre échappe à un pur formalisme, que toutes ces questions-là sont des questions qui mettent en scène, oui je dis d'ailleurs mettre en scène, à la fois dans l'espace du tableau,
et à la fois dans le dialogue implicite que vous qui regardez devez, vous êtes sommé, disais-je, entretenir avec lui. C'est une véritable expérience. Parler de phénoménologie, mais au-delà de la phénoménologie, c'est véritablement une expérience. Si tant est qu'il faille trouver un mot qui qualifie les choses, c'est presque une maïeutique, un accouchement des esprits. Et c'est vrai qu'ils sont rares, les artistes qui vous engagent, j'allais dire à ce point de non-retour. Et ils sont rares aussi les artistes qui sont aussi pertinents à faire de l'art, produire des textes théoriques, collaborer avec des architectes, réfléchir à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville, d'un campus, comme à Dijon, et aussi de porter un regard sur les autres artistes, comme il l'a fait en étant commissaire des expos, par exemple, de Balthazar Burckhardt à Bâle, évidemment d'Alberto Giacometti au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, et d'Herzog de Meuron au Centre Pompidou. Lui, il le dit, pour lui c'est tout une chose, c'est la même chose. Est-ce que vous, dans vos expériences que vous avez menées avec lui, vous avez quand même soit noté des distinctions, soit capté un peu plus ce système Zaug? Déjà, il y a eu une sorte de, comment dire, de simplification le travail était perçu pendant longtemps comme une chose un artiste conceptuel un peu sec, voire un peu constipé, comme ça, un peu rigide, où la couleur était un blanc cassé ou un brun qui était la feuille de papier, et dont ça se limitait à ça, avec quelquefois du gris et tout ça. Et plus tard, on s'est aperçu que la couleur, une maîtrise absolument incroyable de la couleur, et comment quand il a fait l'atelier. Je pense que c'est à ce moment-là de l'atelier, quand Herzog de Meuron livre, en 96 ou quelque chose comme ça, l'atelier, ou avant, je sais plus. Et il y a eu un accident, c'est-à-dire que les maçons ou les chauffagistes, le chauffage qui est une dalle chauffante, comme ça, il y a eu un problème de fuite de conduit percé. Et il y a eu une bataille juridique avec les prestataires qui fait que l'atelier ne pouvait pas être chauffé. Parce que tant que la question n'était pas réglée de qui était le fautif dans l'affaire, ce qui fait qu'il n'a pas pu utiliser vraiment cet atelier. Et qu'il a peu peint dans l'atelier. Il l'a utilisé souvent pour faire des tests de couleurs. Et c'est à ce moment-là, avec cet endroit qui est baigné de lumière, qui ouvre sur la nature environnante, et vraiment, il met d'une manière très très empirique ces gammes de couleurs qui après lui serviront dans les taux, les maillets, dans tout ce travail absolument maîtrisé comme ça qui a été montré, et qu'on a vu à Bâle et qu'on a vu ici ou là, et qui se manifeste d'une manière extraordinaire dans la collaboration pour le bâtiment Roche en Suisse, où ces murs bleus, ces couleurs totalement impensables à un moment donné du projet de l'architecture, et comment toute la gamme colorée qui est placée comme ça sur les plans, ces roses, ces verts, ces violets, ces jaunes cassés et tout ça, et que le dialogue avec les architectes, le respect mutuel, les trois quarts des architectes auraient refusé en disant « Mais tu es fou, Rémi, ces couleurs sont impossibles. C'est impossible d'imaginer ce mur bleu qui fait combien ? Qui fait des centaines de mètres carrés, et d'avoir ce texte jaune ou jaune verdâtre. » Si vous lisez le premier livre, il y a toute une notation de la couleur, les blanchâtres, les verdâtres, rosâtres, les jaunâtres et tout ça. Et c'est dès le début, c'est là. Et ça a pris 20 ans, 30 ans pour que cette couleur devienne aussi manifeste, aussi éclatante. Même si les travaux, parce que Rémi avait l'art aussi de remplir des dépôts d'œuvres qui étaient mises un peu au rebut ou en attente. Il disait, bon, je sais, c'est là, il y a des choses, peut-être un jour je vais les sortir et je les retravaillerai.
Et il y a plein de tableaux des années 60-70 sur lesquels il a apposé une surface poncée, et on le voit à un moment, quand il regarde avec ses loupes l'angle parfait d'une couleur, souvent bleu pâle comme ça, qui est apposée sur un tableau préexistant, et comment l'angle, les droites sont absolument parfaites, cette espèce d'angle coupant comme ça, aigu, et cette couleur, petit à petit, a pris son sens et est devenue extrêmement visible. Mais c'est contenu dès le départ. Juste pour revenir sur ta question de tout à l'heure, je crois que cette ouverture au monde, elle s'est faite progressivement. Je crois qu'elle n'était pas là tout au début, parce qu'il s'intéressait à la gravure, à différentes techniques, ensuite à la peinture, à la sculpture, à d'autres. Et puis tout à coup, il y a eu la ville, il y a eu la région, il y a eu tout, quoi, l'univers. Et ça s'est construit comme ça de façon extrêmement juste, peu à peu. Deuxième chose, on parle effectivement, c'est ce qu'on entend souvent. Bon, mais c'est froid, c'est dur, non, il y a énormément de sentiments dedans, il y a énormément de mélancolie, il y a énormément déjà dans les mots une espèce de négativité de personne, rien, ou des questions, peu d'affirmations. Personne, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire personne, ou bien est-ce qu'il y a une personne? Mais s'il y avait une personne, on aurait mis une personne. Donc tout ça, c'était extrêmement précis. Il y a beaucoup de mélancolie, disais-je, la maladie, la cécité, le fait de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir faire, la mort, et même les couleurs, ces espèces de contrastes de couleurs dont il est devenu maître. M'a dit une fois, mais tu sais pourquoi je fais ça? Mais c'est parce que c'est la mort. C'est la mort. Tu vas au Mexique, voilà, c'est plein de couleurs. Moi, je veux faire danser les couleurs. C'est la danse de la mort. Voilà. Donc, il y avait, c'était pas du tout l'intellectuel froid, mais il y avait, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça va continuer à fonctionner. Il faut montrer le travail de Rémy. Je me réjouis de découvrir un ensemble grand à Siegen, l'exposition d'Eva, et voilà, c'est un travail qui va continuer à nous travailler. Ce que disait Bernard, une vraie expérience, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'expliquer avec le tableau. C'est vraiment cette explication perceptive qui était au centre, au cœur de la pratique de Rémy. Et de s'apercevoir finalement des choses assez simples, comment un mot est apposé sur une couleur, comment le fond et le texte interréagissent, comment ce fond n'est jamais un vrai blanc, comment et vous avez un bon exemple dans les pièces qui sont montrées là, ça paraît une chose noir et blanc comme ça, c'est ni blanc ni noir, c'est des gris foncés, et dans le film on le voit quand il dit à l'assistant, entre les deux gris, non ça va pas, il faut que tu recommences, il faut revoir, et on voit dans le pot de couleur, il rajoute du jaune et du bleu. Comment toute cette chose extrêmement sensible est maîtrisée. Il adorait, par exemple, le film des Straub sur Cézanne. Et comment il avait une vision cinématographique, c'est-à-dire des zooms avant ou des zooms arrière. Quand on le fait travailler, on lui demande avec Herzog de Meuron de revoir le plan du campus de Dijon. Il livre une première étude, et avec des plans, des sérigraphies et tout ça, et Rémy fait un discours presque comme un responsable de parti communiste où au glorieux temps faisait les discours qui duraient 5 heures. Et Rémy a écrit un texte de 50 pages qu'il a lu comme ça en public et qui expliquait la méthode qui les avait conduits à proposer le schéma directeur, un nouveau schéma directeur pour le campus de Dijon. Et il y avait une sorte on partait de la Bourgogne. Et puis, petit à petit, on zoomait sur l'endroit précis.
Et au fur et à mesure, ça partait et on englobait toute l'histoire de la Bourgogne, tous ces paysages. Et petit à petit, et tout ça était parfaitement, il savait exactement où ça allait aboutir. C'est-à-dire quand on fait un zoom, l'opérateur, il sait d'où on part, et là, le point est fait d'où on part pour savoir où on va arriver, pour que quand le zoom a fini, ça soit toujours net. Et Rémy, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il savait d'où il partait, il savait où il allait arriver. Je crois aussi que, comme tu le disais, il faut savoir lire les tableaux de Zaugg. Il ne faut pas en avoir une approche immédiate et globale. Il faut les lire, il faut les décrire, il faut aller au fond même de la signification de chaque mot. Il faut essayer de voir comment tout cela procède aussi du montage entre les mots qui n'en sont que plus signifiants de par le fait qu'ils sont posés, espacés, rythmés, comme Franck l'évoquait à propos de Michel dans le film. Moi, je me souviens toujours d'avoir eu la chance d'avoir entre les mains la dernière épreuve du Cosmopolis, du coup de dé de Mallarmé, où Mallarmé, avec un crayon de deux couleurs, bleu et rouge, rectifie de manière empirique, et c'est assez important aussi cette dimension empirique, cette dimension du sensible, rectifie la relation que, de fait, le texte va entretenir à l'espace. J'ai vraiment le sentiment que le travail de Zaugg voulait rejouer ça. Et j'aime bien d'ailleurs dire jouer, parce que c'est vrai qu'on le décrit comme un bonhomme impossible, que la mise à l'épreuve de la relation à l'autre passait toujours effectivement par une engueulade. J'ai eu les miennes. Au point que, moi qui n'aime pas me faire engueuler, parce que j'engueule rarement les autres, je me suis dit, la barbe, j'ai pas envie. Donc, je rate quelque chose sans doute, mais cette mise à l'épreuve, pas maintenant. Et j'ai vraiment l'impression que il rejoue la modernité dans ce qu'elle a effectivement de plus essentiel à un moment où quantité d'autres artistes vont fondamentalement la mettre en doute. Et lui, dans une volonté de synthèse, parce qu'il y a toujours la volonté de synthèse, la maintient, là encore au propre comme au figuré, parce qu'accrocher un tableau sur un mur, c'est maintenir aussi quelque chose du rapport qu'on peut avoir au monde. Et là, je crois que, évidemment, c'est quelque chose d'assez unique. C'est même d'ailleurs assez unique que, certes, de travailler directement avec le mur, sur le mur, mais de préserver l'objet tableau, alors que certains de ses contemporains, on pourrait songer à Wiener, par exemple, si on voulait entrer dans des rapports trop simplement analogues, tendent justement à l'effacer. Je crois qu'il y a là quelque chose, comment dire, d'une croyance dans le pouvoir même du tableau, qui est chez lui quelque chose d'assez unique dans un moment où quantité d'autres artistes ont tenté justement de l'abolir. Et abolir est un mot par essence Mallarmé. Et je crois que c'est quelque chose d'important dans son travail. Tu dis qu'il faut lire les œuvres de Rémy Zaugg. Rémy Zaugg était un incroyable lecteur des œuvres des autres artistes. C'est vrai que c'est frappant de penser que, comme peintre principalement, trois des expositions qu'il a fait qui ont particulièrement marqué, c'est par rapport à un photographe, Balthazar Burckhardt, par rapport à surtout un sculpteur, Giacometti,
et des architectes Herzog de Meuron. Nous sommes à Paris, ces deux expos sur Giacometti et sur Herzog de Meuron ont frappé les esprits, ont placé comme ça des jalons dans la manière de réfléchir une exposition. Comment vous les avez perçus, vécus, et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté de manière peut-être plus personnelle? Je dirais, parce que j'ai suivi ça de près, parce qu'on a le livre qui accompagnait l'exposition de Herzog de Meuron a été publié, était dans la série des écrits complets qu'on avait entrepris, et Rémy avait un côté, comment dire, j'aime bien l'idée qu'il y a des artistes qui jamais n'apparaîtront avec un jean. Et les Straub, on peut pas imaginer le voir en jean avec un pull à capuche. Et Rémy avait cette science de s'acheter des costumes en tergal un peu miteux, un peu comme ça, et il avait ce côté un peu provincial. Et quand il a fait l'exposition Herzog de Meuron, il a dit l'éclairage c'est un truc important, mais qu'est-ce qui est mieux qu'un supermarché, c'est-à-dire des lignes de tubes fluorescents pour éclairer une exposition. On ne va pas faire du chichi avec des petits projecteurs, faire de la dentelle autour. On éclaire ça d'une manière extrêmement brutale. Et il avait ce côté-là, un peu cégétiste à la bonne époque, comme ça, comme était Straub. Heureusement qu'il t'entend pas. mais sur les costumes, parce que je suis allé avec lui acheter des costumes, et il avait ce côté-là comme ça, assez basique comme ça. Et quelqu'un avait dit ça d'une manière un peu pas méprisante, parce que c'est quelqu'un qui les aimait beaucoup, et il disait que finalement Jean-Christophe Hamann et Rémy Tsauk, c'est un peu des crétins des montagnes. C'est-à-dire des gens qui descendent des montagnes d'une manière un peu fruste, mais qui ont une perception tellement aiguë, tellement précise, et que ces gens vont finalement vous convaincre de plein de choses. Il avait ce côté comme ça, à la fois pas sophistiqué dans l'habit, et ça c'est plutôt assez agréable quand on sait que les années 80 ont amené ce flot d'artistes habillés en Yamamoto et compagnie, qu'il y avait des gens qui ont résisté à cette histoire-là, d'une certaine façon. Et juste d'ailleurs, tu parles de Jean-Christophe Hamann, cette conversation avec Jean-Christophe Hamann, c'est un magnifique double portrait, parce que ça s'inverse comme ça dans le courant du texte. Mais pour Rémy, c'était faire un acte de peinture. Il faisait le portrait de Jean-Christophe Hamann par le biais d'une conversation qui était complètement réécrite par Rémy, mais c'était vraiment un portrait de commande, comme le roi commandait son portrait à un grand artiste. C'est pareil. Pour lui, c'était faire une peinture de ce personnage. Quant à l'expo de Giacometti, là encore, un instant, je me suis dit pourquoi Giacometti, et surtout pourquoi ces grandes figures de Giacometti me semblaient, à premier abord, mais si loin de ce qu'il ambitionnait de faire. Mais encore une fois, ce qu'il a placé, situé, espacé, n'était pas tant la volonté de montrer l'œuvre que de montrer ce qui s'installait entre les œuvres et entre ceux qui les regardaient et ce qu'elles étaient. La question même de la présence, peut-être quelque chose de l'idée de présence d'ailleurs qu'on trouvait dans l'œuvre d'un autre artiste qu'il aimait beaucoup, qui était Barnett Newman. Et où la présence chez Newman est à la fois la présence du tableau en tant que tel, et également la présence même de celui qui le regarde. Cette instance du tableau en tant que tel, qui rejoue d'ailleurs quelque chose que tu disais, l'inanité même du tableau, encore un mot mallarméen, et d'un autre côté, le vivant même de celui qui regarde. Et ça, quand on l'a vu travailler, moi j'étais passé le voir travailler
au musée d'art moderne de la ville de Paris, pour donc l'exposition de Giacometti. Ça, c'était absolument unique. Et c'est très cézannien que cette relation entre les choses, que cette capacité à justement travailler ce qu'à un autre moment on appelait ces correspondances. C'est vraiment une expérience là, je crois absolument unique de l'espace et du temps. Ce qui est marrant, c'est que je crois on l'a vu cette exposition Giacometti, on l'a apprécié. Il y avait vraiment une approche nouvelle, différente. Je me souviendrai toujours les petites figurines sur des socles absolument gigantesques et pas du tout démesurés. C'était une perception juste et qui correspondait certainement à la perception de la distance de Giacometti, etc. Mais Rémi me disait, et c'est là qu'on voit que tout à coup il y a l'humain qui, ma foi, perce tout à coup derrière cette couche de ratio et de rigueur. Il m'a dit, écoute, je vais faire la démonstration du caractère de saligo de ce Giacometti qui avait une relation particulière et absolument perverse avec sa mère. Il était vraiment amoureux de sa mère, donc il visitait des prostituées à Paris, etc. comme substitut. Tout ça, ça va rentrer dans cette exposition. On n'a rien vu de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est il y avait quand même cette volonté-là. Maintenant, on a parlé du tableau, de l'exposition. Il savait ce que c'était qu'une exposition, et c'est aussi pour cette raison qu'il savait ce que c'était un musée. Et ça, c'est un aspect particulièrement intéressant et c'est le cas actuellement chez moi à Lausanne. On construit un nouveau musée. Là, bien évidemment, on a recours aux écrits, aux petits livres de Rémi au sujet du musée, tel qu'il devrait être et tel que nul musée au monde ne sera jamais. Mais il faut bien se rendre compte, c'était en plein postmodernisme, on faisait des constructions absolument folles partout, mais lui, il remettait les choses d'une façon extrêmement simple et d'une logique implacable. L'église au centre du village, ça lui aurait plu cette expression, je pense. Et c'est aussi là, encore une fois, c'est exemplaire, c'est une référence, et il faut se mesurer par rapport à cet écrit-là et cette vision du musée, pour ou contre, ou prendre un tout petit peu comme dans ces tableaux. C'est en ça que la collaboration et le rôle qu'il a, presque de mentor qu'il a eu pour Herzog de Meuron, ont fait que les musées construits par Herzog de Meuron sont plutôt meilleurs que les autres. Et que ils ont compris, ils ont su percevoir les proportions, comment une salle se construit, comment le sol, le plafond et tout ça, enfin toutes les choses basiques. Et c'est à peu près les seuls qui sont capables de livrer des musées où les salles ont des proportions assez justes, voire très justes. Comment les passages se font bien. Et tout ça, c'est vraiment Rémi qui était à la base de cette réflexion et tout ça. Pour revenir à Giacometti, j'ai été confronté 2 fois avec cette relation Giacometti plus quelqu'un d'autre. Et en 1990, je crois, ou 95, j'oublie toujours, on avait redemandé à Onkawa de faire une exposition personnelle. Et il m'avait dit... oui, j'ai envie, je peux faire ça, mais je vais réfléchir. Et en général, j'ai mes idées dans l'avion, je trouve des idées comme ça. Et 3 jours après, il me téléphone en disant, comme prévu, j'ai une idée dans l'avion. Et l'exposition que je veux faire s'appellera Conscience, et il y aura des date paintings, mais il y aura aussi des sculptures de Giacometti. Et on a fait cette exposition avec lui, on a sélectionné quelques sculptures de Giacometti qui ont été installées au milieu des date paintings, et c'était une exposition absolument formidable. Et Onkawara allait rarement visiter ses propres expositions. Là, il voulait voir comment c'était, parce qu'il avait absolument imaginé ça comme ça. Et il est venu voir l'exposition, et il a dit,
il faudrait qu'on la refasse dans 5 ans, exactement à l'identique. Et bon, ça s'est pas passé. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, on avait rediscuté avec lui la possibilité de refaire cette exposition. Il avait dit, ouais, on peut la refaire, mais il faudra trouver exactement les mêmes pièces, aussi bien les date paintings que les Giacometti. Et les date paintings, il y en avait, c'était une par année depuis 1966 jusqu'à, disons, 90. Et elles étaient maintenant dispersées, donc l'idée était simplement irréalisable, et puis il est mort aussi. Donc Bernard, tu évoquais le livre Le Musée des Beaux-Arts auquel je rêve, où le lieu de l'œuvre et de l'homme, à préciser ça aussi. Je voulais un peu terminer par ça. Vous êtes des hommes de musée, de centres d'art. Que ce soit ce livre ou la pensée plus large de Zaug, pour vous, c'est un outil de travail pour penser les expositions, pour penser le musée, pour penser votre activité dans l'art contemporain? Vu le lieu où je travaille, la situation est complexe. La machine Beaubourg, a priori, s'accommode assez mal du musée dont rêve Rémy Zaug, qui pour autant n'est pas le White Cube de Brian O'Doherty. Le musée dont rêve Zaug, dont on peut dire d'ailleurs qu'à l'échelle réduite, il a fait son atelier, est évidemment un musée sensible à la lumière, sensible évidemment à la transparence, et où les œuvres dialoguent avec ce qui les entoure. Il y a une très belle phrase de Cézanne que rapporte Jean Clé dans un texte qu'il avait consacré à Martin Barré, qui me revient à l'esprit, même si je ne compare pas le travail de Zaug à celui de Barré, pourrait par certains côtés, mais c'est autre chose, où Cézanne dit « Un tableau tient quand il annule ce qui l'entoure ». Et moi, je me souviens de cette visite à Michel, donc j'ai des photos de ça, où les tableaux, donc, comme je le disais tout à l'heure, étaient posés, en quelque sorte, devant les baies vitrées, obstruant un fragment même de la nature, laquelle nature derrière était la nature plantée par Rémy Zaug, qui obstruait d'ailleurs la vision même de la perspective, qui ne creusait pas l'espace, mais qui ramenait tout à la surface. Et là, je me suis dit, tiens, il y a certainement une expérience à tenter de rejouer dans la construction même de la scénographie d'une exposition. Donc, c'est pour te dire que, effectivement, même que l'on soit dans l'expérience même d'un bâtiment aussi différent de celui de Piano et Rogers que peut-être un bâtiment d'Herzog et de Meuron, oui, l'exposition comme expérience, finalement, est fondamentalement quelque chose que le travail de Zaug nous engage à faire. Je vous propose d'ouvrir des questions possibles à la salle. Si quelqu'un veut réagir, c'est le moment. Allez.
Si Rémi était là, je suis sûr qu'il serait, pour la plupart des points énoncés, d'accord avec vous. Mais il y aurait aussi quelques points d'accrochage. Quand vous... On essaie de faire. Et j'aimerais, en tant que frère de Rémi, associer mon frère Georges. Et nous sommes accompagnés, nous sommes venus en force, nous sommes accompagnés par nos conjoints, une partie de nos enfants, pour vivre ce grand moment d'émotion. Pour nous, c'était un moment intense et je tiens ici à remercier tout d'abord le Centre culturel suisse, messieurs Olivier Kaiser et Jean-Paul Feulet, mais vous lui transmettrez nos meilleurs messages de rétablissement, de l'organisation de cet événement en mémoire du décès de Rémi, il y a 10 ans. Mais vous l'avez très bien fait, messieurs, vous avez aussi associé Michel. Et je crois que c'est aussi en mémoire de Michel. Nous remercions également M. Claude Stadelmann pour son film, qui aussi nous a fait vivre un moment d'émotion. Et c'est vrai que, comme nous avons connu Rémi, sur ce film, ça nous peine de le voir se déplacer. C'est aussi un moment très fort pour nous. J'aimerais adresser alors toute notre gratitude, je parle aussi au nom de mon frère, bien sûr, à vous, messieurs les participants de la table ronde. Nous avons appris certaines choses sur Rémi. Nous en savions beaucoup, parce que mon frère Georges et moi, nous étions très liés à Rémi. Nous avions beaucoup de contacts. Mais il est normal que nous ne puissions pas tout connaître sur la vie de Rémi. Elle était tellement intense. Je n'ai ni la compétence, ni les connaissances pour m'exprimer sur l'art de Rémi. Néanmoins, mon frère et moi, nous l'avons accompagné si bien que nous le pouvions. Mon frère Georges était un peu plus proche de Rémi que moi. Il s'est beaucoup exprimé dans ses travaux par les couleurs, les variations de couleurs. Qu'est-ce qu'il a fait comme recherche de couleurs? Et surtout, je dirais presque dans sa dernière période, il s'est exprimé par des mots, vous l'avez aussi dit. Des mots qui étaient dessinés ou peints sur des monochromes. Une de ses œuvres, très significative et parlante, sur fond blanc, sont peints les mots suivants. Rien. Un vide. Un oubli. Une absence. Un défaut. Cette œuvre que je vois quotidiennement est pour moi un message important laissé par Rémi. Par l'organisation de cette manifestation, de cette table ronde, de cette exposition, vous nous démontrez que l'œuvre de Rémi continue à vivre. Et je pense aussi à la conservatrice du musée dites-moi le nom. Eva Schmidt. Eva Schmidt, voilà. Eva Schmidt participe également à faire vivre
l'œuvre de Rémy et j'espère que son œuvre vivra encore longtemps. Merci à vous tous. Merci, messieurs. Merci Jean-Pierre Tsaouk pour ces mots très touchants. Puisque vous avez évoqué le projet de Eva Schmidt, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'expo ou les expos que tu prépares? Ok, vous savez tous que c'était très très difficile de préparer une exposition les années dernières, mais j'ai commencé à penser, il y a tant des œuvres dans des musées, alors j'ai commencé à chercher les œuvres au musée, et il y a beaucoup des œuvres au musée. Il y aura une exposition très grande. Elle commence avec les esquisses perceptives. L'exposition va montrer aussi des œuvres très très peu connues, des œuvres des années 70, mais aussi des œuvres très connues comme Une feuille de papier et d'autres. Et aussi, nous travaillons avec Franck aux écrits complets. Et c'est un très, très grand projet, beaucoup de travail. Et dans chaque étape, il y a des problèmes qui provoquent beaucoup de travail. Tu sais, Franck? Oui, c'est ça. L'exposition va ouvrir à Siegen le 1er novembre. Et il y avait après une autre exposition à la Reina Sofia. Le curateur est Javier Ontoria. Et nous travaillons ensemble très, très, très étroite. Plus ou moins 80% des œuvres sont identiques. Mais les situations sont très, très différentes dans les deux musées. Okay. Merci Eva. Franck, il y a aussi une exposition prévue au consortium? Oui, en octobre, je crois. J'oublie toujours si c'est en juin ou en octobre. Je crois que c'est plutôt en octobre. On est seulement en train de réfléchir à quelle pièce, parce que après la mort de Michel, l'atelier de Pfastatt, il y a eu une presse absolument innommable sur les circonstances de la mort de Michel, et aussi sur elle a été décrite comme une riche veuve suisse, et comme l'atelier de Pfastatt était une sorte de coffre-fort, je ne sais quoi. Donc il y a eu un cambriolage, une tentative de cambriolage. Donc, en accord avec les autorités judiciaires et avec la famille et les avocats concernés, on a rapatrié toutes les œuvres qui étaient à l'atelier de Pfastatt. Beaucoup de choses n'étaient pas des œuvres, étaient des débuts, des fonds préparés, des choses comme ça. Et Rémy avait une méthode assez précise pour dire à partir de quel moment une œuvre devenait une œuvre. Et sa référence absolue était une œuvre doit être publiée. Tant qu'elle n'est pas publiée, il y a encore une incertitude. Est-ce qu'elle est totalement finie ou pas? Ça reste une question. Donc l'œuvre publiée était la référence absolue. Après, c'est l'œuvre datée et signée. Et après, toutes les autres œuvres qui étaient ni datées ni signées, c'était des œuvres qui n'étaient pour lui pas considérées comme des œuvres terminées, donc pas exposables. Une grande partie des choses, du matériel et des œuvres qui étaient dans l'atelier étaient de ce type. Pas signées, pas datées, visiblement pas finies pour certaines, et d'autres à peine commencées. Mais on a récupéré tout ce fonds, on en a fait l'inventaire et on l'a sécurisé. Donc une partie de l'exposition consistera aussi à montrer un certain nombre de ces œuvres. Plus, on empruntera un certain nombre de tableaux, en particulier
les 4 très grandes peintures, très belles peintures que Thierry Raspail avait achetées à la suite de l'exposition de Rémy au Musée d'art contemporain de Lyon. Des questions? Si c'est pas le cas, un grand merci à Bernard Fibicher, Bernard Blisten, Franck Gautreau, Claude Stadelman pour le film, la famille Tsaug pour leur présence, Eva Schmidt, et nous pouvons poursuivre par des petites discussions épistolaires dans le foyer. Merci beaucoup.